rendre évidemment, on l'espère, la présentation et le débat intéressant. D'un côté, Jean-François Fagnard, qu'on connaît bien évidemment ici, professeur d'économie ici à Saint-Louis, chercheur au Centre de recherche en économie, qui a un intérêt général pour l'analyse macroéconomique dynamique et notamment pour la question de la croissance et des contraintes environnementales qui est vraiment au cœur de ses productions scientifiques. Et puis nous avons quelqu'un que nous connaissons au moins ici à Saint-Louis, Fabrice Flippo, qui nous vient tout droit de France, de Paris plus précisément, qui a une double formation assez intéressante puisqu'il est ingénieur à l'origine, j'ai envie de dire, et puis il a il s'est formé également en philosophie, il est docteur en philosophie, et il est aujourd'hui maître de conférence à l'Institut Mines Télécom à Paris. Ça, c'est l'aspect plus ingénieur. Et par ailleurs, il est chercheur à Paris 7 Diderot, où il écrit beaucoup en matière sur la question de la décroissance. Il a écrit, ses derniers ouvrages sont Les enjeux d'une philosophie politique écologiste, paru en 2014. Même année, un autre ouvrage intitulé Nature et politique, contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation. Mais enfin, moi, ce qui m'avait, le livre qui m'a vraiment attiré mon attention, c'était La face cachée du numérique, publié en 2013, où lui-même, avec d'autres auteurs, s'interroge sur la réalité de ce discours que l'on entend parfois, consistant à dire mais les problèmes liés à l'environnement, ou en tout cas les problèmes liés à une éventuelle fin de la croissance, ne se posent pas dès lors que le capital naturel est substituable et que le numérique promet la possibilité d'une croissance verte, d'une croissance potentiellement infinie, parce que précisément immatérielle. Et cette théorie était battue en brèche par Fabrice Flippo et ses co-auteurs. Alors, il m'a par ailleurs apporté ici deux livres que je vais faire circuler, qui concernent plus précisément la décroissance, auxquels il a contribué tous les deux. Alors, ce que je propose peut-être, pour ne pas perdre trop de temps, puisqu'on a seulement 1h30 maintenant, on va arriver dans un schéma de discussion de réunion un peu plus courte, c'est de tout de suite laisser la parole à Jean-François, qui a des slides qui n'ont pas été distribués, je vous rassure, mais donc, qui peuvent apparemment l'être, ce sera peut-être pas mal, pour 25 minutes. Et puis, passer immédiatement la parole à Fabrice Flippo, lui encore pour 25 minutes. Alors, lui aussi, il n'a pas distribué de texte, mais je pense en avoir retrouvé un qui reprend plus ou moins son propos sur un site qui s'appelle Implication philosophique, et je vous enverrai éventuellement le lien après la réunion, donc sachez-le. Je pense que la majorité de ce qu'il va dire se retrouve dans un article qui est déjà publié en ligne et qui est en open access, donc très facile à se procurer. Voilà, je laisse directement la parole à Jean-François et moi je vais me décaler pour ne pas obstruer la vue. Okay, très bien. Bon, merci Antoine. Donc j'ai intitulé ma présentation Croissance et rareté des ressources. Donc l'enjeu va être de voir dans quelle mesure une croissance économique est durablement possible dans un monde où les ressources sont rares. Et je vais aborder 3 types de questions. Premier type de question, c'est apporter tout d'abord quelques clarifications sur la notion de croissance. Je pense que quand un économiste parle de croissance économique, il n'a pas nécessairement en tête exactement la même chose que ce que l'homme de la rue a en tête quand il parle de croissance économique. Donc j'apporterai quelques clarifications là-dessus et des moteurs habituels de croissance économique. Puis je me poserai la question de la faisabilité de la croissance dans le long terme. Est-ce que l'idée même qu'une croissance économique puisse durer, est-ce que cette idée a un sens? Et je confronterai 2 paradigmes, il y a éventuellement d'autres paradigmes, mais un paradigme qui, comme vous le verrez, tient très fort à l'idée, avec un certain nombre d'arguments, que la croissance économique pourrait se poursuivre, et un autre qui va plutôt soutenir le contraire. Et puis, après vous avoir parlé du long terme, je me poserai la question de savoir comment nous allons aller vers ce long terme. Donc, à quoi va ressembler la trajectoire vers le long terme dont je vous aurai parlé, pour ne pas trop dévoiler les choses, mais pour quand même vous en dire un peu plus. Je défendrai l'idée qu'à long terme, on ne peut pas espérer de croissance économique. Alors, 2 précisions. Une première qui a à voir avec l'intitulé du séminaire du jour, où on parlait fin de la croissance de points, l'épuisement des ressources. Je pense que la question de savoir si les ressources sont épuisables ou pas n'est pas nécessairement une question fondamentale. Enfin, évidemment, ça va changer la donne, mais l'enjeu n'est pas vraiment la question de savoir si les ressources s'épuisent ou pas.
le véritable enjeu, c'est la finitude des ressources, peu importe qu'elles s'épuisent ou qu'elles ne s'épuisent pas. C'est clair que si les ressources s'épuisent parce qu'elles ne sont pas renouvelables, le problème est un peu plus aigu, mais le fait que les ressources soient limitées est déjà en soi un problème. Et donc la question des limites à la croissance liées à la disponibilité des ressources se pose quand bien même il n'y aurait que des ressources renouvelables. Nous savons que toutes les ressources ne sont pas renouvelables, mais quand bien même nous serions dans ce scénario déjà de transition où nous n'utilisons plus que du renouvelable, se poserait encore la question des limites à la croissance. Et donc, en termes économiques, évidemment, c'est une idée auquel les économistes tiennent beaucoup. Ce qui va faire la rareté des ressources n'est pas tellement une rareté physique des ressources, hein, mais c'est vraiment les conditions d'accès à la ressource. Donc, il est évident qu'il y a plein de ressources abondantes. On peut capter l'énergie solaire, il y a plein d'énergie solaire, on peut capter le vent. Donc il y a plein de formes d'énergie abondantes sur Terre. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça nous coûte, hein, en termes de capital à mobiliser, capital financier bien sûr, mais capital productif aussi, qu'est-ce que ça nous coûte de capter ces formes d'énergie. Et donc c'est, quand une ressource devient rare, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'elle est en train nécessairement de disparaître au sens physique, c'est que les coûts d'accès à cette ressource sont en train d'augmenter. Donc probablement qu'il y aura toujours du pétrole sur Terre, simplement à un moment donné, ce sera trop cher d'aller le chercher. Il faudra creuser trop loin, il sera plus assez, il sera trop diffusé comme ça. Alors, j'ai 25 minutes, je ne peux pas parler de tout. Je ne vais notamment pas parler de pollution, donc je vais interpréter littéralement le sujet proposé par Antoine. Je ne vais parler que de ressources, sous l'angle des prélèvements faits, pas sous l'angle des rejets dans l'environnement. Donc la première raison, parce que j'en annonce deux, c'est celle-là. Hein, donc j'ai une contrainte de temps qui m'oblige de choisir un certain nombre de sujets. Et la deuxième raison, c'est que, d'une certaine manière, il me semble que, de façon intuitive, l'idée qu'il y ait des limites à la croissance qui tiennent à la pollution est plus facile à accepter sans raisonnement fin que l'idée qu'il y a des limites liées à la disponibilité des ressources. Hein, et donc je pense que il y a un sens à d'abord se poser la question de savoir si la rareté des ressources constitue effectivement une limite à la croissance. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de croissance économique? Tout le monde a bien une vague idée de ce que ça peut être. Donc je vais moi-même être un peu vague au début. Donc c'est clair que la croissance économique, on comprend bien que c'est l'augmentation de l'activité économique réelle. Quand on dit ça, donc on sent bien que on est en train de ne pas parler de croissance économique qui tiendrait tout simplement à l'évolution des prix. On est en train de parler de ce que produit l'économie au sens physique du terme, que ce soit des biens matériels ou des biens immatériels. Et on est aussi en train de parler des conditions de vie des individus. Alors, la croissance économique est multidimensionnelle. Ça, c'est un élément très important. Elle a bien sûr une dimension quantitative. C'est peut-être à celle-là que l'on pense le plus immédiatement. Dire qu'il y a de la croissance quantitative, ce serait quoi? C'est dire on produit plus de biens et services, et quand je dis on produit plus de biens et services, je ne veux pas dire qu'on produit nécessairement plus de biens physiques. On peut, comme je l'ai écrit, produire plus de services. Donc la croissance quantitative peut avoir une dimension immatérielle. Quand je produis plus de services, je ne produis pas nécessairement plus d'objets. Et puis, et ceci est très important, il y a aussi des dimensions non quantitatives à la croissance. Donc ce que je vais appeler les dimensions qualitatives de la croissance économique. Première dimension, la qualité des biens et des services produits s'améliore. Pour un économiste, quand bien même on ne produirait pas plus de biens et de services, en termes physiques, si la qualité des biens et des services qui sont produits s'améliore, il y a de la croissance économique. De la même manière, on pourrait imaginer que la croissance prenne la forme d'une plus grande diversité de biens et de services produits. Prenons deux exemples qui illustrent ceci en matière de soins de santé. Donc on pourrait imaginer qu'on invente des nouvelles façons d'opérer les gens qui soient moins invasives. Ça existe, on a vu ça. Donc, la qualité des biens et services ici d'opération chirurgicale peut clairement s'améliorer. Et puis, sur ce deuxième point, on peut imaginer qu'on invente de nouveaux médicaments qui guérissent des pathologies qu'on est incapable de guérir avant. Donc, on comprend bien que par l'apparition de nouveaux produits ou par l'amélioration de la qualité des biens et des services qui sont prestés, il peut aussi y avoir une amélioration des conditions de vie des gens, donc il peut y avoir aussi, pour un économiste, de la croissance économique. Alors, je pense que c'est très très important de ne jamais oublier ça, parce que celui qui penserait qu'un économiste qui croit à la croissance perpétuelle pense seulement à ça se trompe. Un scénario de croissance perpétuelle, même pour un économiste très orthodoxe, je pense que ça n'est pas, en tout cas,
pour une bonne partie d'entre eux, ça n'est pas un scénario où la croissance se résumerait à ça. C'est un scénario où la dimension qualitative de la croissance est importante. Donc, pour parler les choses clairement, dire qu'on va croître toujours plus, ce n'est pas dire qu'on va mettre des biens partout, à ne plus savoir où les mettre, hein, mais c'est peut-être aussi dire, sans nécessairement consommer plus en termes physiques, on va éventuellement consommer des biens et des services de meilleure qualité. Et est-ce qu'il y a une limite à l'amélioration de la qualité? On va se poser la question. Deuxième remarque, croissance quantitative et croissance qualitative n'exercent peut-être pas les mêmes pressions sur les ressources. Peut-être que, je nuancerai ça tout à l'heure, peut-être que la croissance quantitative est celle qui finalement est celle qui sollicite le plus les ressources. Et que cette forme-ci de croissance est beaucoup moins dommageable pour l'environnement. On pourrait se poser la question, ou sollicite moins les ressources en tout cas. Troisième remarque, la dimension qualitative de la croissance est mal mesurée. C'est-à-dire les techniques habituelles de comptabilité nationale, la manière dont on calcule le PIB, sont des techniques de comptabilité nationale qui captent bien ça, mais très mal ça. L'amélioration de la qualité des biens produits échappe largement à la mesure que fait le comptable national de l'activité économique. Et donc jusqu'à un certain point, je pourrais soutenir la thèse que la croissance économique en Europe est plus forte que ce qu'on vous dit dans les journaux. Parce que une partie de cette croissance économique vient d'ici, et celle-là, elle échappe totalement à la comptabilité nationale. Totalement ou presque tout à fait. Donc j'ai dit tout à l'heure, une petite décomposition que je vais réutiliser après quand je parle de ressources. J'ai dit la croissance, l'activité économique, ce sont des revenus créés. Je vais accepter ici que je suis capable de mesurer correctement l'activité économique dans sa dimension matérielle, dans sa dimension matérielle. Appelons ça le PIB, et disons que j'ai une façon de le mesurer correctement. Je peux toujours me livrer à cette décomposition tautologique qui consiste à dire le PIB de l'économie, c'est la population de cette économie fois le PIB par habitant. C'est tout bête, c'est une tautologie. Quel est l'objectif ici? C'est de vous montrer que ce qui fait que la croissance économique, donc une dimension extensive, si vous voulez une dimension intensive, l'économie peut croître, ou elle peut être plus grande parce qu'il y a plus de gens, et l'économie peut croître en améliorant les revenus des gens qui sont là, les revenus réels. Et quand les revenus réels des gens s'améliorent, ici évidemment je parle d'un revenu moyen, je ne vais pas aborder la question de la distribution des bienfaits de la croissance, le bien-être des gens, au moins le bien-être matériel des gens s'améliore, pour une des trois raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Peut-être qu'ils peuvent accéder à plus de biens et de services. Peut-être qu'ils accèdent à des biens et services de meilleure qualité. Ou ils ont accès à une plus grande diversité de biens et de services. Donc quand un économiste dit « mon revenu réel augmente », il dit avec mon revenu, je peux faire plus de choses qu'avant. Et plus de choses qu'avant, c'est quoi? C'est une de ces trois choses. Peut-être un peu des trois, mais au moins une de ces trois choses. Donc mon pouvoir d'achat augmente, si vous voulez, mais mon pouvoir d'achat augmente éventuellement en termes de qualité des biens auxquels j'ai accès, ou qualité des services auxquels j'ai accès. D'où vient la croissance économique? Je repars de mon PIB par habitant et je poursuis la décomposition. Plutôt que d'écrire l'activité économique divisée par la population, je fais une autre décomposition. Je divise l'activité économique par l'emploi, et je remultiplie par l'emploi pour que ça soit correct, et je divise par la population. Donc j'ai deux variables qui apparaissent, deux variables qui déterminent donc ce qui va faire que dans un pays donné, le revenu par habitant est élevé ou pas. Première variable, c'est la variable 2, le taux de participation de la population à l'emploi. Et là, on peut penser à plein de choses. La structure par âge de la population, les bébés ne travaillent pas, les personnes tranquilles non plus. Est-ce que les femmes peuvent travailler ou pas dans l'économie dont je parle? Plein de choses de ce genre. Les performances du marché du travail sont là, etc. Et puis il y a cette autre chose qui me dit combien de revenus on crée avec un emploi. Donc c'est la productivité du travail. Et ça dépend de plein de choses, de la technologie. Est-ce que les technologies qu'on utilise sont des technologies plus ou moins performantes, donc qui permettent de créer plus ou moins de valeur ajoutée? Est-ce que les autres facteurs de production sont disponibles? C'est bien beau de parler de technologie, mais il faut du capital, du capital productif, grâce auquel on travaille. Il faut de l'énergie pour faire fonctionner le capital productif. Donc si je n'ai pas tous ces facteurs, forcément, avec le même emploi, je ne vais pas produire la même chose. Le capital humain des travailleurs a de l'importance. Qu'est-ce qui va faire que, sur la longue période, une économie peut croître? J'ai repris mon expression. Vous comprenez bien que ça ne peut pas être ça. Ceci est très important au niveau. Le niveau
du revenu par habitant dans un pays, et donc du revenu moyen des habitants, c'est très influencé par ça, mais ce truc ne peut pas croître perpétuellement. On voit bien que 1, c'est vraiment un truc fantaisiste déjà. Hein, ça veut dire que tout le monde travaille. Les bébés, les vieux, etc. Donc, on voit clairement que ce truc, il est borné par 1, on est bien en dessous de 1. Et donc, si on est dans un monde où ceci s'améliore, c'est forcément parce que ça est en train de s'améliorer. La croissance économique sur longue période n'existe, n'est possible, que parce que la productivité du travail s'améliore. Et historiquement, sans surprise évidemment, quand on cherche à décomposer la croissance économique de ces 200 dernières années, c'est bien ça qu'on voit. Hein. C'est l'amélioration de la productivité du travail qui est la principale source de croissance économique. Et quand on regarde ce qui a amélioré la productivité du travail, on voit que c'est en bonne partie, le progrès technologique. Bon, je vais sauter ça, sinon je n'aurai pas le temps de parler. Voilà, compte tenu de tout ce que je viens de dire là, on voit bien quel est le moteur principal de la croissance. On voit aussi quel défi nous poserait un monde où il n'y a plus de croissance économique. Je reprends mon équation, celle que je vous ai montrée au départ. Le revenu créé, c'est le revenu par tête fois la population. Supposez qu'il n'y ait plus de croissance économique. Plus de croissance économique de Y. S'il y a encore de la croissance démographique à ce moment-là, si ceci s'améliore encore, la seule façon de vivre avec cette croissance démographique supplémentaire, c'est d'appauvrir la population. Le revenu moyen des gens chute dans une économie sans croissance économique s'il y a simultanément de la croissance démographique. Deuxième défi, on pourrait dire que ça c'est pas un problème pour les économies occidentales, la transition démographique est presque achevée, il n'y aura plus vraiment de croissance démographique. Mais il y a quand même un certain nombre de pays du monde dans lesquels la transition démographique est loin d'être achevée. Donc pour ces pays-là, dire qu'il n'y a plus de croissance, c'est dire que ce sera encore pire que maintenant. Enfin, ce serait encore pire. Et puis, plus fondamentalement, dans un monde sans croissance, si vous voulez, en acceptant l'idée qu'évidemment, ce Y, il est distribué de façon très inégale entre les individus, donc s'il n'y a plus de croissance et que vous voulez améliorer le sort des plus pauvres, vous n'avez plus qu'une solution. C'est la redistribution. Il faut aller chercher chez les riches ce que vous voulez donner aux plus pauvres pour améliorer leur sort. Et donc on voit bien que sans croissance, l'amélioration du sort des plus pauvres peut être beaucoup plus conflictuelle qu'il ne serait avec de la croissance économique. Et donc, évidemment, on comprend bien que le monde politique lui-même tient bien à l'idée de la croissance économique, parce qu'il entrevoit clairement que sans croissance économique, les choses seront plus difficiles, et notamment l'amélioration du sort des plus pauvres. Alors, j'en viens maintenant à la question des ressources. Une croissance perpétuelle est-elle possible dans un monde aux ressources finies? Il y a une interpellation célèbre du Club de Rome qui avait commandé un rapport à Meadows et ses co-auteurs, qui publie en 1972 un livre qui s'appelle Limits to Growth, très mal traduit en français, je ne sais même plus comment d'ailleurs. Voilà. Merci. Et ce que nous montre ce livre, c'est qu'en fait, il y a toute une série de limites environnementales à la croissance économique et à la croissance démographique, donc l'épuisement des ressources non renouvelables, l'utilisation non soutenable des ressources renouvelables, les dégâts environnementaux, et ce que ce livre nous dit et nous montre, c'est que si le scénario business as usual continue, c'est-à-dire si on continue à se comporter comme on le fait depuis quelques décennies, eh bien l'économie mondiale s'expose à un risque de retournement. Et donc voilà ce que nous montre le modèle de Meadows dans sa version de base. Je vous propose de regarder que deux choses pour ne pas tout regarder dans ces graphiques où on vous parle à la fois de la dimension environnementale, de la dimension de l'économie et de la population. C'est voilà l'évolution de l'activité économique, dont le rapport Meadows est publié en 72. Voilà, ils nous disent, ça c'est le trend historique. Voilà comment va évoluer l'activité économique. Elle va continuer à croître jusqu'à la fin du XXe siècle. Elle va croître encore un peu au début du XXIe, et puis il va y avoir un retournement. L'activité économique va chuter, et on va finalement se retrouver avec des conditions matérielles de vie qui ressemblent à celles qu'on avait au début du XXe siècle. Et ce faisant, la population va aussi suivre une dynamique assez dramatique, puisque, ça c'est la transition démographique, peu importe, après avoir continué à croître jusqu'au moment où ce retournement s'opère, la population va chuter de façon significative. Oh, je dois parler de ça maintenant.
Donc il y a quelqu'un qui s'est amusé, je vous dis juste un mot, donc il s'appelle William Turner, il s'est amusé à voir, parce que ce modèle, enfin, ce rapport a été extrêmement critiqué, et aussi par des gens qui ne l'avaient pas lu, et William Turner s'est amusé à voir, en prenant le scénario de Meadows, si finalement ce livre avait dit en 72 était complètement débile par rapport à ce qu'on a observé ensuite. Donc ce qu'il a collé là, c'est les observations postérieures, donc cette fois-ci ce sont des vraies observations, à celle de la publication du rapport Meadows. Et vous voyez, en fait, Meadows, quand bien même on l'a beaucoup critiqué, il ne s'est pas trompé tant que ça dans l'évolution des variables qu'il cherchait à nous décrire. La production industrielle a évolué globalement comme il avait dit qu'il le ferait, etc. Bon, on peut sous-estimer les services, on comprend bien qu'on ne pouvait pas tout prévoir de ce qui allait se passer. La population, plus facile à prévoir. Alors, ce rapport n'a pas enchanté beaucoup de monde, et en particulier les économistes néoclassiques. Donc, ce que je vais appeler les économistes néoclassiques, ce sont des économistes mainstream dans le domaine de la croissance, donc ceux qui, je dirais, sont les avocats de la croissance économique presque par principe. Alors, le point que va défendre l'économie néoclassique, c'est qu'en fait, les contraintes de ressources, ça ne menace pas nécessairement l'activité économique. Et pour comprendre l'argument des néoclassiques, je vais me livrer à une petite décomposition. Donc, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un néoclassique pour vous convaincre de la pertinence jusqu'à un certain point de leur analyse. Donc, je vais appeler R la quantité de ressources que je mobilise dans la production. Peu importe ce qu'est R pour l'instant. Ça peut être une ressource matérielle, des métaux. Ça peut être un flux d'énergie, l'énergie solaire, de pétrole, raffiné, utilisable, transformé en utilisable. Peu importe. Et donc, la décomposition que je vous ai proposée tout à l'heure par rapport à la population, je peux la faire par rapport à la ressource. Si, pour produire l'activité économique, j'ai besoin de ressources, je peux toujours écrire que l'activité économique que j'ai obtenue, je l'ai obtenue en engageant une certaine quantité de ressources. Et ce qui a fait l'activité économique que j'obtiens avec cette quantité de ressources, c'est la productivité de la ressource. Donc, c'est la quantité de valeur ajoutée que je crée avec une unité de la ressource. Donc, c'est ce que je vais appeler la productivité moyenne de la ressource. C'est pour ça que j'écris PMR. Et donc, l'inverse de PMR, ça me dit combien de ressources il y a dans une unité de revenu créée. Donc, de quelle quantité ou valeur de ressources ai-je besoin pour créer une unité de revenu réelle? À quelles conditions est-ce que je peux avoir une croissance économique perpétuelle? J'ai repris l'équation là, qui vous montre une chose. Ici, c'est que pour que l'économie croisse, il y a deux solutions. Soit elle utilise plus de ressources, soit, à ressources inchangées, elle utilise plus efficacement les ressources. Donc la productivité moyenne de la ressource. Acceptons, et ça, même si certains auront du mal, disons que les économistes néoclassiques pourraient jusqu'à un certain point l'accepter, acceptons que R est fini. On pourrait certainement utiliser davantage de ressources, mais il y a quand même une limite à la possibilité d'utiliser toujours plus de ressources, car toute terrestre est ce qu'elle est. Et donc, si j'accepte que la ressource n'est pas illimitée, je vois quel est l'enjeu fondamental. Pour que l'activité économique continue à croître, il faut que ceci n'arrête pas de croître. Donc il faut que la productivité de la ressource, l'efficacité de la ressource s'améliore sans cesse. Et quand bien même je ne disposerai que d'une quantité très limitée de ressources, si la productivité de la ressource peut continuer à croître, l'activité économique peut continuer à croître. Il y a en fait deux mécanismes par lesquels on obtient ce résultat. Deux mécanismes par lesquels on peut améliorer la productivité de la ressource. Le premier mécanisme, c'est la substitution. Je peux remplacer une ressource par une autre, et je peux éventuellement remplacer une ressource par des facteurs de production créés par l'homme, du capital productif. Et donc, opérer ces mécanismes de substitution font que Y devient moins dépendant de R. Avec le même R, je peux faire plus de Y, parce que je peux mobiliser d'autres facteurs qui remplacent la ressource qui me fait un peu défaut. Et évidemment, le deuxième élément, c'est le progrès technologique. Les innovations technologiques peuvent évidemment faire qu'il y a des gains d'efficacité liés à l'utilisation des ressources. Et donc, le point de vue néoclassique, c'est de dire, mais ces deux forces qui augmentent la productivité de la ressource, elles sont à l'œuvre. Non seulement elles sont à l'œuvre, mais elles sont endogènes. C'est-à-dire, dans une économie où les tensions sur la ressource se font plus sentir, s'enclenchent des mécanismes qui vont justement contribuer à améliorer la productivité de la ressource.
Donc quand les prix des ressources augmentent notamment, mais les hommes sont incités à chercher des substitutions, ils sont incités à se lancer dans des processus d'innovation. Et donc, pour l'économiste néoclassique, il y a des effets autocorrecteurs. Les tensions sur les ressources engendrent des comportements qui amènent des améliorations de la productivité de la ressource. Et la conviction d'un économiste néoclassique normal, c'est que ces forces sont suffisamment présentes pour combattre l'effet de la finitude des ressources ou du caractère potentiellement épuisable de certaines ressources. Alors, un point de vue renforcé par les faits, dis-je, en tout cas en apparence, renforcé par les faits, puisque quand vous regardez l'histoire économique des 19e et 20e siècles, il n'y a pas vraiment d'éléments qui vous permettraient d'argumenter qu'il y a une hausse tendancielle du prix des matières premières. Et donc les économistes néoclassiques vont dire, mais vous voyez bien, les ressources ne sont pas un problème avéré, jusqu'ici en tout cas. On ne voit pas de manifestation du fait que les ressources contraignent la croissance économique. En plus, les observations nous montrent la force du progrès technique. Les hommes ont inventé des choses extraordinaires, la révolution numérique est à nos portes, etc., etc. Donc, il y a cette foi dans le fait qu'effectivement l'homme est capable de faire un progrès technique, d'inventer des mécanismes par lesquels il peut améliorer la productivité des ressources. Et puis, un certain nombre de gens, un certain nombre d'oiseaux de mauvais augure, du 19e ou de la fin du 19e siècle, du 18e siècle, avaient déjà dit ça. Vous savez, les ressources, attention, ça va vous jouer des tours. Donc Malthus, Ricardo, Jevons à la fin du 19e, en matière de charbon, ils avaient dit toute une série de choses qui montraient bien les dangers que pouvait représenter la finitude des ressources ou le caractère épuisable des ressources, mais les prédictions de ces auteurs ont été démenties par les faits. Ils avaient oublié visiblement la force des mécanismes de substitution, ou bien ignorer le fait qu'il y allait y avoir des progrès techniques. Bon, dans le cas de Malthus et Ricardo, on peut comprendre qu'il n'est pas parfaitement vu la force du progrès technique qui allait suivre avec la révolution industrielle. Alors, je me mets dans la peau d'un économiste néoclassique. Comment est-ce que je peux donner sens au scénario d'une croissance perpétuelle? Pour moi, il y a deux façons de faire. Il y a l'interprétation naïve, qui consisterait à voir la dimension quantitative de la croissance. Je pense que cette dimension naïve n'est pas l'interprétation la plus séduisante, et en tout cas pas celle qui me paraît la plus de nature à servir la cause des néoclassiques. Et donc acceptons l'idée que la ressource est finie, et donc qu'est-ce que ça veut dire que l'activité économique n'arrête pas de croître dans un contexte où la ressource est finie? Ça veut dire que ce ratio diminue. Avec la même quantité de ressources, nous parvenons à produire de plus en plus de choses. Donc l'intensité, le contenu en ressources d'unités de valeur ajoutée devient de plus en plus petit. Donc ce scénario, c'est bien celui d'une dématérialisation de l'économie. Si Y augmente toujours alors que R reste fixe, ce truc va tendre vers zéro. Une unité de production ne réclame plus d'unité de ressources ou de matière pour être produite. Donc on est vraiment dans le scénario d'une dématérialisation et ou dans le scénario d'une croissance de plus en plus qualitative, amélioration de la qualité des biens, etc., pour autant que les formes de croissance qualitative ne soient pas elles-mêmes consommatrices de ressources. Parce que si pour améliorer la qualité, il vous faut plus de ressources, vous n'en êtes pas sorti avec la croissance qualitative. Mais bon, ça me paraît les deux interprétations, les deux seules interprétations qui rendent le scénario néoclassique un peu raisonnable, c'est-à-dire pas complètement absurde. Alors, aujourd'hui encore, chez les économistes d'inspiration néoclassique, l'idée que les ressources ne sont pas un problème reste dominante. Je peux vous montrer des textbooks publiés il y a peu, des centaines de pages sur la croissance économique, pas un mot sur la question des ressources, ni la moindre justification sur la raison pour laquelle on ne va pas en parler. Donc, quand bien même ces textbooks sont excellents par ailleurs, ça vous montre bien l'état d'esprit. L'idée que les croissances économiques, que les ressources ne sont pas fondamentalement un problème, reste extrêmement présente. Curieusement, ah non, ça c'est pas encore curieux, disons que certains auteurs sont prêts à admettre qu'il y a potentiellement des limites à la croissance, mais liées à d'autres choses que la rareté des ressources. Par exemple, il y a des idées de croissance, de stagnation séculaire qui sont développées par des économistes de bonne tenue, comme Robert Gordon par exemple, ou Larry Summers. Donc les raisons pour lesquelles ils estiment qu'on va peut-être entrer dans une phase sans croissance n'ont rien à voir avec les questions de ressources.
Alors quand même, voilà, et là c'est pour ça qu'il y a un curieusement, c'est que alors que la question des ressources n'apparaît pas importante, il y a, les économistes classiques ont plus de facilité à mettre l'idée que la pollution pourrait être un problème. Et donc, il y a quand même cette idée-là qui fait son chemin, qu'effectivement, si la production est toujours plus polluante, fait produire plus, est toujours plus polluant, effectivement, il pourrait y avoir des limites qui viennent de ce côté-ci. Alors, la position des classiques n'est pas restée sans susciter des réactions, et donc il y a un courant de l'économie environnementale qu'on appelle l'économie écologique, qui vous dit, c'est très bien tout ça, j'ai bien compris ce que vous avez raconté, la croissance peut être qualitative, etc. Mais en fait, les hypothèses que vous faites sont quand même beaucoup trop optimistes. Ce dont vous avez besoin pour qu'une croissance économique continue dans un monde fini, hein, ce sont des choses qui ne tiennent pas, enfin, qui paraissent beaucoup trop exigeantes, et en particulier, il est possible de montrer, donc quand je dis possible de montrer, ici je ne dénonce pas une affirmation dogmatique, je peux vous montrer que c'est vrai, que pour des raisons physiques, quand je dis des raisons physiques, c'est lié aux lois de la physique, donc les principes de conservation, de la matière, de l'énergie par exemple, eh bien, on ne peut pas tout attendre en matière de substitution. Les possibilités de substitution entre une ressource et des facteurs créés par l'homme sont potentiellement limitées. Et le progrès technique est borné. Je ne peux pas espérer tout du progrès technique. Et donc vous voyez où ça va nous conduire. Cette fois-ci, je vais maintenant me focaliser sur les questions énergétiques qui me semblent de nature à permettre plus facilement de faire percevoir le point des économistes écologiques. Donc c'est l'équation que vous avez vue tout à l'heure, j'ai remplacé la ressource par l'énergie. Donc rien de nouveau. Donc vous avez toujours la PLMR. Qu'est-ce que ça veut dire que, à supposer que je ne mobilise toujours pas plus d'énergie, j'augmente sans cesse la productivité de l'énergie? C'est le même raisonnement que tout à l'heure. Le contenu en énergie d'une unité de production est en train de diminuer sans cesse. Donc, à la limite, accroître l'activité économique ne devient pas plus consommateur d'énergie. Or, vous voyez bien apparaître là le début d'une contradiction. C'est toute activité de transformation, n'importe quelle activité humaine, en règle générale, mais toute activité de transformation, même la production d'un service immatériel, ça va quand même consommer de l'énergie. Quelque chose qui ne consommerait pas d'énergie, ça n'existe pas. Donc, ce que me disent les économistes économiques, c'est qu'en fait, je ne peux pas désénergiser totalement une production. Donc, l'idée que R sur Y, enfin, la quantité d'énergie divisée par l'activité économique puisse tendre vers zéro, ça n'a aucun sens. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas substituer, si je peux substituer des sources d'énergie entre elles, je peux remplacer le pétrole par le solaire, peut-être pas parfaitement, mais jusqu'à un certain point. Mais donc, peut-être que je peux faire ça, mais je ne peux pas remplacer l'énergie, génériquement entendue, par un facteur de production créé par l'homme. Jusqu'à un certain point, je pourrais. Il y a moyen avec certaines machines de consommer moins d'énergie, mais il faudra toujours de l'énergie. Donc, je ne peux pas totalement remplacer l'énergie par quelque chose d'autre. Et je ne peux pas compter sur des gains d'efficacité énergétique illimitée. Parce que s'il y avait tout ça, ça voudrait dire que, effectivement, produire une unité de plus ne va in fine plus consommer d'énergie. Donc, vous m'avez compris, si la productivité de l'énergie est bornée, je ne peux pas espérer que ça croisse sans cesse. Le seul espoir d'une croissance économique qui durerait toujours, ce serait toujours plus d'énergie. Ça nous ramène à la réflexion du début, mais dans un monde fini, ça n'a pas de sens. Alors, donc, à long terme, pas de croissance économique tôt ou tard, la croissance économique doit s'arrêter. Alors ici, j'ai laissé le mot quantitatif, je ne voulais pas le laisser là. Donc, dans un monde fini, il n'y a pas de croissance économique à long terme possible, ni en termes quantitatifs, ça paraît éventuellement évident, ni en termes qualitatifs, et ça c'est plus subtil. Parce que pour que la croissance... Bon, j'ai moi-même longtemps cru ça, on pourrait imaginer un monde où la croissance quantitative cesse et où la croissance qualitative perdure. Mais en fait, la condition pour que la croissance continue, c'est que produire plus, quantitativement ou qualitativement, ne soit pas en soi consommateur de ressources. Donc, pour que la croissance qualitative persiste, il faudrait que ce qui permet l'amélioration de la qualité ne réclame aucune unité de ressources supplémentaires. Donc, dès lors que améliorer la qualité réclame de l'énergie, eh bien, la croissance qualitative n'est pas plus possible dans le long terme que la croissance quantitative.
Et donc, à long terme, toute forme de croissance, quantitative, qualitative, s'arrête dans un monde fini. Donc voilà pour le long terme, on a l'idée que tôt ou tard, la croissance économique s'arrêtera. Alors, dans les minutes qui me restent, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, faites attention. Ouais, ok. Je vais juste évoquer l'idée du... Je ne vais pas vous montrer autant de slides que ce qu'il y en a. Juste évoquer de ce à quoi pourrait ressembler le court terme, la transition vers ce long terme. Donc pour moi, l'idée du long terme est assez claire. Je ne crois pas à l'idée que la croissance économique puisse durer toujours. La vraie question, c'est quand le long terme et comment va-t-on vers ce long terme. Et là, évidemment, la question est potentiellement beaucoup plus ouverte. Et je vais donc... Combien tu me donnes, Antoine? 3 minutes. 3 minutes, ok. Non, je vais juste vous donner une intuition liée à la transition énergétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la transition énergétique? Ça veut dire que continuer à utiliser des énergies non renouvelables nous contraint à aller chercher des formes d'énergie non renouvelables de plus en plus difficiles à exploiter. On avait du pétrole, enfin il y a toujours du pétrole en Arabie Saoudite facile à exploiter, mais le pétrole de schiste aux États-Unis, c'est de plus en plus compliqué. Et donc ce que ceci me dit, c'est qu'aller chercher des formes d'énergie non renouvelables de moins en moins conventionnelles, ça mobilise de plus en plus de ressources. Par ailleurs, il apparaît que, en dehors de l'hydroélectricité, les formes d'énergie non renouvelables n'offrent pas un rendement énergétique aussi bon que les formes d'énergie fossile que nous connaissons. Donc ça veut dire pourquoi que ça n'offre pas un rendement énergétique aussi bon, mais ça veut dire que pour produire une unité d'énergie, j'ai besoin d'y consacrer plus de ressources que si j'avais du contrôle à pétrole avant. Donc on voit bien que ça va quand même changer notre monde, ça. Parce que dans un monde où l'accès à l'énergie est très facile, vous pouvez faire plein d'autres choses que de produire de l'énergie. C'est très facile d'avoir de l'énergie, donc vous pourrez consacrer vos ressources à autre chose que vous occuper de l'énergie. Bien sûr, il faut mettre les ressources dans l'énergie, mais peu au regard de ce que vous pouvez faire par ailleurs. Donc le potentiel de diversification et de croissance d'une économie qui a accès à l'énergie facile est très important. Si maintenant je vous dis, vous savez, accéder à l'énergie, ça va devenir plus compliqué. Il va falloir y consacrer plus de ressources. Mais vous voyez bien que la machine s'enclenche dans l'autre sens. Donc il va falloir consacrer plus de ressources à la production d'énergie. Ça va même créer une tension dans l'utilisation des ressources. Pour maintenir le même volume de production, oublions probablement le projet technique, il faut du capital dans le secteur productif, mais il faut aussi du capital pour produire de l'énergie. Si produire de l'énergie devient plus compliqué, il faut que j'alloue plus de capital dans la production d'énergie. Il y a une tension qui naît entre le capital que j'alloue à la production finale, des biens et des services, et le capital que j'alloue à l'énergie. Donc ça peut exercer un frein sur le processus de croissance, voire même une contraction d'activité économique, si je dois trop détourner du capital de la production des biens et services en général vers la production de l'énergie. Donc je vous montre juste un petit graphique qui illustre un modèle de type général de transition. On étudie comment une économie qui ressemble à la nôtre, c'est une économie mondiale très stylisée, bascule d'un monde où elle utilise surtout du non renouvelable, qui est là, en bleu, ça c'est l'énergie renouvelable, et vers un monde où elle n'utilisera plus que du renouvelable. Alors évidemment, il y a plein d'hypothèses derrière ce genre de modèle, des hypothèses très techniques. Un truc sur lequel je veux attirer votre attention, donc ici c'est le scénario de référence, peu importe, les allures, enfin l'allure compte, donc ce qui apparaît manifeste, c'est que la transition vers le long terme, qui sera à long terme sans croissance, mais qu'à long terme, pas vraiment, la transition vers le long terme ne sera pas nécessairement une transition en douceur. Et vous voyez ici, l'activité économique, une période ici, c'est 16 ans. Donc ça, c'est maintenant. Et chaque heure, c'est 16 ans en plus. Donc, on va prendre le modèle à la lettre. Mais ce que ce modèle nous montre, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme automatique dans le fonctionnement des marchés qui va nous garantir que nous allons converger lentement vers une croissance qui s'éteint. Donc le scénario de retournement qu'on voit chez Lidl, il est très facile de le générer dans un modèle de transition énergétique. Alors évidemment, le progrès technique joue, la force du progrès technique va nous emmener plus ou moins haut. La possibilité de substituer l'énergie par d'autres choses joue. Vous avez là
des illustrations du fait que le long terme peut quand même être relativement différent selon les hypothèses qui jouent en termes d'intensité de progrès technique ou en termes de possibilité de substitution. Peu importe, j'en passe en détail. Ok. Bon, j'ai déjà trop parlé. Antoine m'avait demandé de dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert, quelle implication pour le droit? Ben, je voudrais, il y en a plusieurs, bien sûr, je voudrais en évoquer une qui est liée à la comparaison entre ça et ça, et la comparaison entre ça et ça. Ça, c'est l'économie mondiale. Donc, ce modèle est encore assez optimiste, puisqu'il me dit que l'économie mondiale aurait, selon lui, la chance d'être encore multipliée par plus de 2, entre maintenant et le 50. Alors, c'est un peu optimiste. Si vous voyez ça comme... d'abord, en soi, c'est optimiste parce que ça fait vraiment une multiplication par plus de 2. Mais vous pouvez dire, ok, ça pourrait être raisonnable si, effectivement, ceux qui ont cru, là, ce sont les pays pauvres aujourd'hui. Et donc, effectivement, compte tenu de la proportion de pays pauvres, si nous ne croissons plus et qu'eux croissent, ben, peut-être que la multiplication par 2 est quelque chose qui leur permet d'arriver à un niveau de vie plus confortable qu'aujourd'hui. Donc, ça pose la question de l'équité, je veux dire, internationale. Par quel mécanisme? On sait que le mécanisme de marché ne marche pas. Est-ce qu'il y aurait des mécanismes juridiques qui permettraient d'assurer que l'équité internationale soit mieux garantie? Et par ailleurs, peut-être plus futuriste encore, il y a aussi un problème d'équité intergénérationnelle. Donc, les individus qui sont là vont être très malheureux quand je les compare aux individus qui sont là. Ceux-là ont des perspectives d'amélioration de leur sort, ceux-là vont vivre dans une phase de contraction économique. Donc est-ce qu'il y aurait, puisque spontanément les marchés n'empêchent pas ce genre de choses, est-ce qu'on pourrait imaginer un mécanisme juridique qui oblige les générations présentes à mieux prendre en compte les générations futures? Voilà. Bon, désolé d'avoir un peu dépassé. Des questions aussi compliquées. Vraiment bravo. Je trouve que c'est une parfaite entrée en matière pour nous et pour tous ceux qui participent assez bien. Merci beaucoup. Voilà, je passe directement la parole à Fabrice, peut-être. Oui, alors je suis, juste pour finir de me présenter, donc je suis un des co-organisateurs des colloques internationaux sur la décroissance. C'est nous qui avons organisé le premier colloque à Paris là-dessus. Et le bouquin vert qui circule a été, donc c'est le vocabulaire de la décroissance, a été publié en anglais, d'abord par l'équipe de Barcelone qui a organisé le deuxième colloque international sur la décroissance. Donc, pour situer un petit peu, effectivement, je suis en philo politique et sociale, sur les questions de développement durable, écologie, choses comme ça. Et alors, je suis partagé après la présentation, parce que je me dis, c'est une merveilleuse synthèse, et je pense que je me suis dit, ça démontre très bien que les gens de la décroissance ont bien compris ce que les autres disaient. C'est-à-dire que tout ça, effectivement, on le sait. Et ce qui est énervant, et c'est pour ça que c'est là que je suis partagé entre faire ma présentation et rentrer directement sur les points précisément sur lesquels il y a débat, c'est qu'on voit bien les points qui sont très énervants pour les gens qui sont critiques vis-à-vis de cette perspective. Et un point qui est très énervant, c'est la foi dans le progrès technique dont on ne sait pas d'où elle sort, surtout quand on connaît bien les débats sur la technologie. Je vais y revenir un peu dans ma présentation. Et le deuxième point, je pense, qui est encore plus énervant, c'est la scientificité de la science économique et, disons, cette parure de scientificité et en même temps toutes les thèses normatives qui sont véhiculées. C'est-à-dire, le qualitatif s'améliore. Bon, je vais venir, à mon avis, non, ça ne s'améliore pas. Plus de production, c'est pas plus de meilleure qualité. Au contraire, c'est plutôt plus de mauvaise qualité. Mais je vais revenir. Mais voilà, il y a un parti pris sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, et qui est pas du tout, enfin, qui reflète très bien ce qu'on voit dans l'espace public. C'est-à-dire des économistes qui arrivent en disant, voilà, on a fait une étude et voilà, ça c'est bien, les gens vont être plus riches, vont être moins riches. Moi, j'ai envie de dire, d'un point de vue philo, de quoi parle-t-il? On a l'impression qu'ils savent, alors qu'ils ne s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur des ventes, finalement, et des critères assez mal mesurés. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit. On ne sait pas mesurer, mais on a un avis quand même. Et voilà, dans le débat public, on est confronté sans cesse à ce problème-là. Et donc, je vais, tout en essayant de clarifier un peu la position de la décroissance ou des critiques des gens qui s'intéressent à la décroissance là-dessus,
Je vais essayer de montrer et de rebondir un peu, mais comme je n'ai pas préparé, il faut qu'on refasse quelque chose après, parce que moi j'ai trouvé la synthèse très très bien, et pour tout un tas d'économistes, mettre d'abord voilà ce que les économistes néoclassiques pensent, et ensuite faire une critique, ça serait ultra pédagogique pour plein de gens, je pense, à mon avis. Alors, l'article qui a été signalé, effectivement, les 5 sources de la décroissance, je vous y renvoie. Disons que j'ai fait un travail en histoire des idées, conceptuel assez classique en philo politique et sociale, qui est d'essayer de savoir pourquoi les gens ont telle position, quelles sont les structures d'argumentation. Donc les 5 sources de la décroissance, ce sont les 5 grandes positions que j'ai pu repérer et qui conduisent les gens à dire nous on n'est pas pour la croissance, on est pour la décroissance, ou au moins on est pour la mise en cause de la croissance. Donc je les liste rapidement, tout en essayant de faire des liens avec ce qui a été dit. Donc je passe complètement sur l'histoire, sur l'historique, je vais au plus vite, puis je pense que c'est intéressant aussi qu'on ait un petit temps d'échange. La première source, c'est l'écologie. Alors pourquoi les économistes sont plus embêtés avec l'écologie? C'est qu'il y a une corrélation très forte entre le PIB et les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Il y a une croissance très forte aussi avec l'empreinte écologique. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de pays qui ont un PIB élevé, même pas du tout, et une empreinte écologique limitée. Et quand on regarde dans les choix technologiques pour décarboniser l'économie, alors là c'est toute la discussion sur la croissance verte, donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant la croissance, on s'aperçoit, moi de tous les rapports que j'ai vus, c'est des rapports qui ne sont pas conséquents sur le plan de l'analyse, c'est-à-dire qu'ils disent en gros, je simplifie parce qu'on va vite aujourd'hui, mais ils disent en gros, puisqu'on va vendre plus de renouvelables, alors ça va faire de la croissance. Sauf que la croissance, c'est macroscopique, et plus de renouvelables, c'est sectoriel. C'est quand même une faute énorme qu'on retrouve très souvent, une faute de raisonnement énorme qu'on retrouve très très souvent. Il faudrait voir, effectivement, et moi je suis plutôt partisan de l'hypothèse que vous avez développée, à savoir que les renouvelables vont coûter plus cher en capital, mais moins cher que si on continue dans le pétrole. Parce que le pétrole lui-même va coûter de plus en plus cher. Mais ça ne va pas générer de croissance, ça va handicaper la croissance parce que c'est moins cher dans le toujours plus cher. Donc, relativement parlant, évidemment, c'est pas bon pour la croissance. Donc, quand on regarde dans le détail, voilà, on va avoir ce problème de découplage qui est extrêmement problématique. Donc, ça, c'est une première source. Les écosystèmes en tant que, et j'insiste là-dessus, il faut de la décroissance parce qu'il faut préserver les écosystèmes, parce que les écosystèmes, c'est une richesse, et quand il n'y aura plus de ressources épuisables, le seul truc qu'on aura, c'est les écosystèmes. Donc, s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas détruire, c'est les écosystèmes. Donc, les voitures, tout ça, si on en a moins, c'est un bien et ce n'est pas un moins bien. Donc, décroître, c'est mieux. Ensuite, deuxième point, deuxième source de la décroissance, c'est la question de l'épuisement des ressources, effectivement. Alors, sur l'épuisement des ressources, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Je pense qu'il faut rajouter que ce n'est pas simplement que ça va coûter plus cher économiquement et que ça sera plus compliqué techniquement, mais que ça va être plus risqué. Plus risqué politiquement. Par exemple, il faut se demander si on va chercher du gaz de schiste en Ardèche. Quand c'est en Arabie Saoudite, dans une bonne dictature, effectivement, c'est confortable. Aller chercher du pétrole à 500 mètres de profond dans l'eau et ensuite plusieurs centaines de mètres de profond dans la terre, comme on a vu avec la plateforme BP, Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, si on se rate, on ne maîtrise plus rien. Ça veut dire que les risques sont bien plus importants aussi sur le plan technologique. C'est-à-dire que quand ça va casser, quand il va y avoir des ratés, ça ne va pas faire un petit... Enfin, c'est pas le puits du colonel Drake en Californie qui fait 10 mètres de haut et qui coûte peut-être quelques dizaines de dollars à l'époque. Aujourd'hui, un minimum pour faire de l'exploitation pétrolière ou charbonnier, il faut mettre 1 milliard sur la table. Sinon, à moins d'1 milliard, on n'a rien. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est des exploitations gigantesques. Alors, c'est là où c'est ce que j'explique aux étudiants. Ils me disent, oui, mais monsieur, le progrès technique. Je dis, oui, mais justement, le progrès technique et le gigantisme démontrent qu'il n'y a plus de ressources. Parce que si on avait à 10 mètres de profond, les gens, ils ne sont pas stupides. Ils seraient allés chercher le pétrole à 10 mètres de profond. Plus l'installation est grosse, moins il y a de ressources. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, il y a une illusion de ce point de vue-là, que de croire que parce qu'on peut aller chercher à 3000 mètres de profond, on pourra aller aussi à 4000, à 5000. Non. Et j'insiste encore là-dessus, c'est le risque économique, ça coûte de plus en plus cher. Technologique, c'est de moins en moins bien maîtrisé, de plus en plus hasardeux. Il faut aller de plus en plus vite parce qu'il y a la pression des marchés qui dit bon, il faut mettre en exploitation, sinon il y a une contradiction aussi entre le court terme et le long terme qui va être de plus en plus accusé entre le marché qui va devenir erratique, parce que jusqu'à présent, quand ça manquait de pétrole,
qu'on en produise un peu plus. Voilà. Et puis c'était prévisible, ça allait monter, la croissance de la consommation était prévisible. Donc on commençait à planifier les champs. Oui, alors regarde, regardez la courbe. À 2020, on consomme tant. À 2030, bon, on consommera tant en gros. Donc il faut commencer à mettre en production tel ou tel champ tranquillement. Puis on se partage le cartel du pétrole, on se partage un petit peu le marché en bonne entente. Donc les prix sont globalement stables, sauf quand il y a une petite crise au Moyen-Orient ou des choses comme ça. Mais de l'autre côté de la pente, quand le prix commence à s'envoler et donc de manière consécutive au prix qui s'envole, bah, les gens consomment moins parce qu'on ne peut pas se le payer. Ce qu'on a vu en 2008, en juin 2008, passe à $150 le baril. Les gens, qu'est-ce qu'ils font, les sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent d'en consommer moins. En essayant d'en consommer moins, ce n'est pas simplement à la marge, c'est des changements organisationnels qui vont être derrière, c'est-à-dire que la consommation ne va pas nécessairement repartir à la hausse tout de suite. Donc le prix du pétrole peut tout à fait s'effondrer, ce qu'on voit un petit peu en ce moment. Il n'y a pas que ça comme raison, hein. Mais le prix peut s'effondrer. Mais à un moment ou à un autre, il va y avoir... Donc à court terme, le prix s'effondre parce que c'est des ajustements à la marge dans des temps courts. Hein. Faut penser que la philo, le temps long, c'est le siècle. On pense en siècle, donc on parle en jours ou en mois, c'est du temps très court. Mais les capacités de production, l'ajustement entre les capacités de production et la structure des économies et leur demande en énergie, elle, par contre, à un moment, ça va se retendre. Parce qu'il va encore y avoir comment on appelle ça, un déséquilibre entre l'offre et la demande, et le prix va exploser à ce moment-là. Donc, du côté des pétroliers, avec un prix qui va faire le yo-yo, et ça, ça me semble couru d'avance, comment on fait des investissements? Ça va devenir très compliqué. Donc, à mon avis, rien que pour ces questions-là, pas mal de pétrole va rester sous terre. Rien qu'à cause de ça. À cause du manque de prévisibilité dans l'investissement possible, ou alors il faudra faire des fonds pour amortir le yo-yo ou des choses comme ça, quoi, hein. Mais ça génère des complications en termes économiques qui sont sans commune mesure avec ce qu'il y avait dans la première partie, où en gros, si on n'a plus de pétrole, on creuse un peu plus et puis on en retrouve encore, hein. Donc c'est pas du tout le même contexte. Donc j'insiste là-dessus. C'est quelque chose qu'on voit dans les pays en développement. Nous, en France, on oublie toujours qu'on est quand même en France, on est en Belgique, excusez-moi. Nous, en France, je parle que pour moi, on est bien placé, mais je pense que la Belgique est bien placée aussi. 82% de tertiaire, on n'a pas d'industrie extractive sur le territoire, elles ont toutes fermé. Toutes les industries extractives sont dans les pays en développement, ça ne nous touche pas. Quand Total arrive en Ardèche et dit « bon, ça ne vous gêne pas, mais je vais faire du fracking, et votre tourisme, vous pouvez l'oublier », voilà, parce que le fracking, c'est du gaz partout, voilà. Les Ardéchois, tout d'un coup, ils ont fait un progrès très rapide dans la compréhension des enjeux de l'énergie. Très, très rapide. Mais à Paris, pas du tout. Alors donc là, ça, un enjeu d'inégalité aussi. C'est-à-dire que Paris, bon, l'Ardèche, même Lyon, bon, Lyon, que l'Ardèche se transforme en puits pétrolier, ma foi, on ira dans les Alpes pour faire du canyoning, tant pis pour l'Ardèche. Enfin, voilà, il peut y avoir des raisonnements de ce type-là, et les Ardéchois ont fait, enfin, il y a un centre de recherche en Ardèche qui a fait des scénarios de ce type-là. Ils ont fait 5 scénarios, dont un des scénarios où l'Ardèche devient le producteur d'énergie pour Rhône-Alpes, en gros, hein. Et dans ce cas-là, bon, ben, voilà, c'est plus le même paysage, quoi, hein. Donc c'est des changements très très importants. Plus on va vers l'énergie qui s'épuise, plus on va vers l'énergie difficile d'accès, politiquement, économiquement, technologiquement, voilà, socialement, dans tous les sens du terme. Alors, il faut voir que ça vaut aussi pour les métaux. Pour les métaux, on a exactement la même problématique avec tous les types de métaux, et notamment ce qu'on appelle les terres rares dans le domaine du numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des terres rares, mais les terres rares ne sont pas rares, contrairement à ce qu'on croit. Les terres rares sont très abondantes, elles sont rares au sens de la densité dans la Terre, hein, c'est-à-dire qu'il y en a très peu par mètre cube. Et donc, il faut retourner des quantités très importantes de mètres cubes pour arriver à avoir un petit peu de terres rares. Donc, c'est très destructeur pour les paysages, pour l'environnement et toutes ces choses-là. C'est très consommateur d'énergie, parce qu'il faut penser à ça aussi. Plus les métaux vont être rares, et plus il va falloir retourner de terre pour trouver un petit peu de métal, ou la même quantité de métal, et plus il va falloir consommer d'énergie. Et comme l'énergie elle-même s'épuise, hein, je vous renvoie au bouquin de Philippe Biwix, notamment L'âge des low-tech, où il explique très bien tout ça avec tout un tas d'arguments. Écologie, économie, après, il y a la grande incompréhension des services. En économie, effectivement, il y a les biens physiques, matériels. On vend voilà, une bouteille, c'est physique, matériel, et puis il y a le service qui est immatériel. Bon, sauf que l'immatériel, c'est par exemple un billet d'avion. Un billet d'avion, c'est un service. Quand je prends l'avion, je n'achète pas l'avion. On me transporte simplement, c'est juste un service.
Vous voyez bien que je prends l'exemple exprès, voilà un service qui coûte extrêmement cher à la planète, le service en avion. Mais voilà, il y a eu dans les années 2000 cette idée que grâce au service, on allait dématérialiser la croissance. Et en plus, il y avait des éléments qui laissaient croire, parce que, par exemple, des pays comme la France, comme la France est en train de, se tertiarise depuis 30 ans, on avait effectivement toujours plus de PIB et toujours moins, en apparence en tout cas, d'impact écologique. Pourquoi? Mais pas parce qu'il n'y avait pas de magie derrière, c'est simplement que les usines sont sorties de France et que les émissions, notamment de gaz à effet de serre, ont été délocalisées en Chine ou ailleurs. Et donc quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre en France, il y a tout un tas de personnes au niveau national qui disent « Regardez, nous sommes un modèle parce que nous réalisons le découplage, et quand on prend en compte les émissions importées, il faut rajouter 40%. » Ah, et là, on n'est plus du tout un modèle. 40%, c'est dans la moyenne, hein. C'est pas mieux que l'Allemagne, c'est pas mieux que... Voilà, c'est dans la moyenne des pays très industrialisés. Donc, voilà, encore une source un petit peu d'incompréhension ou disons, de discussion, de débat sur ces questions-là. Alors ensuite, c'est la deuxième source, hein, l'économie, je vous ai dit, première source, c'est de dire il ne faut pas de croissance, parce qu'il y a, si on veut sauver la planète, il faut de la décroissance. Une première raison. Une deuxième raison, c'est de dire la croissance, aujourd'hui, c'est fini, c'est en train de s'épuiser. Effectivement, il y a un débat sur les raisons pour lesquelles ça s'épuise. Il y a la discussion sur le qualitatif, effectivement. Néanmoins, l'idée, c'est que les ressources principales, donc c'est Gaël Giraud qui a essayé de calculer la contribution réelle, entre guillemets, de l'énergie à la croissance. Quand on regarde combien ça coûte, hein, parce que la contribution de l'énergie à la croissance, on va regarder combien nous coûte l'énergie. Effectivement, pas cher. Donc on va dire, à la limite, bon, bah, si c'est 4% ou 5% à peu près du PIB, ça nous coûte 4 à 5%. Ces 4 à 5% ne sont pas les plus importants. Ce qui est important, c'est les autres 95%. Oui, mais sauf que les autres 95% n'existent pas sans ces 4 à 5%. C'est ça le problème. Et qu'effectivement, ce qui fait la croissance, c'est la technologie. Et le progrès technologique. Et le progrès technologique, c'est les gains de productivité. Et les gains de productivité, c'est la mécanisation, la machinisation. Alors aussi l'organisation de l'espace, l'organisation humaine et toutes ces choses-là. Hein. Mais sans les machines, essayez de vous organiser, de faire une production mondiale sans les machines. Vous ne pouvez pas. La Ford-T, les robots, la robotisation, enfin regardez, l'énergie, la mécanisation est partout. Elle est même dans l'agriculture, où on essaye de transformer le vivant en mécanique. On pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais tout est lié à ça quelque part. Hein. Donc, la deuxième raison, c'est de dire qu'il n'y a plus de croissance. La troisième raison, c'est précisément l'équité mondiale. L'équité mondiale. Quand on regarde, l'ONU a fait un rapport sur le développement sur les 50 dernières années, les différentes théories du développement qui ont été utilisées par l'ONU, qui ont été mobilisées dans l'enceinte de l'ONU, donc sur 50 ans. Toutes les conceptions du développement s'appuient sur la croissance. Toutes. Il n'y en a aucune qui relativise la croissance. Donc toutes s'appuient sur la croissance. Et donc ce qu'on est en train de généraliser à la planète entière, c'est un modèle de croissance, et j'insiste là-dessus, un modèle de croissance auto-entretenu. C'est-à-dire une économie va bien quand elle a 4 à 5% de croissance permanente. Et c'est ça le modèle. Si ce n'est pas ça, alors c'est un problème. Et il faut corriger les choses pour ramener le modèle de société dans un modèle de croissance auto-entretenu. Ce modèle, historiquement, est un modèle pour le troisième courant de la décroissance, qui Serge Latouche peut être un symbole. Ce modèle, c'est un modèle ethnocentrique, occidental, colonialiste, qui porte la marque du 19e siècle. Et ce qu'il faut voir, ça on pourrait dire, bon, mais ça c'est gratuit. Il faut voir que dans les pays anciennement colonisés, dans les pays en développement, dans les pays dits du tiers-monde, il y a une partie de l'opinion qui le perçoit effectivement comme ça aujourd'hui. Si vous avez suivi les négociations sur le changement climatique, la COP21 à Paris, ces arguments sont présents dans le débat. À savoir que le développement est intrinsèquement inégalitaire. Et donc, il y a un rééquilibrage mondial à faire, et le rééquilibrage mondial à faire passe par une décroissance des pays riches. Ça, c'est présent dans la tête de beaucoup de gens dans le monde en développement. Moi, j'étais en Inde en 2009-2010, donc pendant la négociation de Copenhague, donc c'était fin 2009, la négociation de Copenhague sur le changement climatique a été, dans les médias, beaucoup mieux couverte en Inde qu'elle n'a été couverte à Paris, dans les journaux type Le Monde.
parce que eux, déjà, ils sont plus exposés. Les pays tropicaux sont plus exposés que les pays dans les zones tempérées et que les pôles. Mais en plus, ils n'ont pas la responsabilité. Donc évidemment, nous, ça nous gêne un petit peu. Oui, c'est vrai, on en a envie de temporiser. Hein. Il y a des travaux de psychologie sur le déni, il y a tout un tas de choses comme ça. Puis en plus, on est dépendant beaucoup plus du pétrole qu'eux. Mais il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, ces arguments sont présents et que la question du modèle, qui est à généraliser et qui est susceptible de générer de la paix plutôt que du conflit, donc ce qu'on appellerait le modèle de civilisation, au sens de civilité, civilisation, civilité c'est la paix, le modèle de développement fondé sur la croissance n'est pas capable de faire ça. Il va générer de plus en plus de conflits, que ce soit local ou international. Donc il y a un enjeu aussi de ce point de vue-là. Alors si on ajoute, par rapport à ça, si on ajoute qu'il y a toute une mythologie en sciences humaines et sociales, hein, je le dis très crûment, mais je pourrais, si vous regardez sur HAL, il y a mon HDR qui fait 2 millions de signes et qui détaille tout ça. Là, je le dis, on a que quelques minutes, je suis obligé d'aller vite, hein, mais il y a toute une partie sur l'Inde et sur notamment la différence entre les sociétés modernes et non modernes. C'est pour ça que dans ce débat-là, on parle beaucoup de sociétés modernes, sociétés non modernes. Il y a l'idée, je vous renvoie à l'anthropologue Louis Dumont, qui a écrit Homo equalis et Homo hierarchicus, en disant les sociétés modernes, c'est les sociétés de l'égalité, et les sociétés non modernes, c'est les sociétés de la hiérarchie. Bon, donc on se dit aussi, si c'est la décroissance, alors c'est le retour à l'âge de pierre, la hiérarchie, et c'est vrai d'une certaine manière. Sauf qu'il faut voir que ce n'est pas complètement vrai. C'est aussi une représentation que nous avons des non-modernes qui a été largement construite par l'anthropologie qui elle-même était dépendante du pouvoir colonial, où il s'agissait de démontrer que c'était nous qui étions supérieurs. Je fais vraiment très simple, hein, mais il y a tout un tas de travaux qui montrent ce genre de choses. Hein, Edward Said sur l'orientalisme, bon, voilà, il y a des travaux classiques là-dessus, bien connus en études postcoloniales, bon, qui montrent que les choses sont bien plus compliquées que ça et que, moi, demain, on a un colloque sur anthropologie, philosophie et politique à Paris 7, où j'ai le texte là d'ailleurs que je vais prononcer demain, en expliquant une discussion de Louis Dumont, montrant que non, il n'établit pas de distinction claire entre égalité et hiérarchie. Qu'il peut y avoir dans les sociétés en développement, il peut y avoir des sociétés plus égalitaires. Alors certains disent les Kurdes en ce moment, moi je ne connais pas la société kurde, mais bon, j'ai lu quelques travaux sur la société kurde, qu'effectivement, ou dans l'Himalaya, ou des sociétés égalitaires au sens où tout le monde participe au pouvoir. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Ça existe depuis longtemps. Bon. Et inversement, est-ce qu'on ne serait pas des sociétés hiérarchiques? Hiérarchiques au sens où voilà, il y a une direction et les gens n'ont pas le loisir de participer au pouvoir. En particulier, et ça, c'est la 4e source de décroissance. Vous voyez, on glisse vers la 4e source, c'est la question de la démocratie. Est-ce que la croissance n'est pas un système dans lequel on impose des besoins? Parce que, alors ça, c'est peut-être un élément qu'il faudrait rajouter dans la présentation de l'économiste néoclassique. L'économiste néoclassique pense que si les gens achètent, c'est parce qu'ils en veulent. Or, il y a un truc qui monte dans les classifications INSEE, c'est par exemple les dépenses contraintes. Là aussi, je fais très simple, comme ça on va avoir une discussion, je pense, intéressante pour bien voir les grandes idées, je fais le contraste exprès. Quelqu'un qui habite dans une zone pavillonnaire, dans lequel le premier supermarché est à 20 km, il n'y a pas de commerce plus près. L'école, elle est à 20 km. Pourquoi il habite là? C'est parce que c'est l'endroit où il peut acheter, parce qu'il a un salaire qui est relativement bas. Sa veste, c'est une North Face. Son vélo, c'est le truc de Decathlon, là, le vélo Decathlon. Bref, ses meubles sont Ikea. Il a l'impression d'être dans la classe moyenne. Hein, c'est ce qu'on dit dans notre bouquin « Écologie, combien de divisions ?» Il a l'impression d'être dans la classe moyenne, avec un revenu très bas. Quelqu'un qui a un revenu 3 à 4 fois plus important, il habite dans le centre de Paris avec la même surface. Il a une veste, c'est pas une veste Decathlon, c'est une veste North Face, 6 fois plus chère, et tout est à l'avenant. En fait, il a un mode de vie qui est relativement proche, mais qui, qualitativement, en fait, n'a rien à voir. Avec, du côté des classes populaires, pour faire très simple, une dépendance très forte aux produits très carbonés, et donc un contenu en carbone par 100 € dépensés qui est plus élevé que les classes moyennes. Parce que ce qui est chargé en carbone, c'est aussi ce qui n'est pas cher, c'est ce qui est très industrialisé, ce qui est produit aux 4 coins du monde. Donc le Ikea, le Decathlon, toutes ces choses-là. Donc là, on a aussi un enjeu d'égalité et d'inégalité. C'est-à-dire que la décroissance, effectivement, si elle ne permet pas, tout l'enjeu il est là, si elle ne permet pas de redéfinir ce que c'est que la qualité, on ne sait pas mesurer la qualité, mais vous voyez, le débat il est là. Vivre avec moins de voitures si les commerces sont plus près, où est la baisse de qualité? Il n'y en a pas.
il y a eu l'assise des médicaments à Bobigny il y a quelques années. Ils ont calculé que sur les 10 000 médicaments vendus en pharmacie en France, 150 sont utiles. Les 40% que les grandes entreprises de pharmacie dépensent en marketing, sont-ils utiles? Enfin, voilà, on peut lister comme ça, à mon avis, 40 à 50% du PIB qui, je fais un peu provoquant toujours, ne sert à rien. Hein, sinon, disons, à maintenir les marchés, les monopoles et les revenus pour un certain nombre d'acteurs voilà, qui sont en position de force. Donc on retombe sur ce problème de démocratie. Comment définir les besoins collectivement? Et ça, c'est ce qui attire une des questions qui était toujours posée dans le cas de la décroissance. Est-ce que la décroissance est autoritaire? Alors pourquoi? J'ai beaucoup réfléchi à cette question et je me suis dit, la raison pour laquelle les gens pensent que la décroissance est autoritaire, peut être autoritaire, c'est parce qu'ils pensent que dans l'économie de marché, il y a une souveraineté du consommateur. Et donc, dès qu'on commence à parler collectivement des besoins, hein, c'est-à-dire le consommateur tout seul va faire son choix dans un supermarché, il est parfaitement libre de vivre comme il veut. Et la décroissance, en arrivant, et même l'écologie en général, en arrivant avec des questions disons, de politisation des besoins, hein, il faut moins de voitures, plus de transports en commun, des choses comme ça, il y a voilà, l'impression où la liberté du consommateur est attaquée. Mais le point de vue de la décroissance, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment de liberté du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a ce que Ivan Illich appelle des monopoles radicaux. C'est-à-dire que quand on est dans les zones périphériques, c'est soit la voiture, soit la voiture. De toute façon, il n'y a pas de transport en commun. À pied, c'est trop loin. Et en vélo, il faut vraiment être suicidaire. Donc c'est soit la voiture, soit la voiture. Donc, il n'y a pas de choix, en réalité. Si on peut choisir entre Peugeot et Volvo. Voilà. Et donc c'est une fausse concurrence, en fait. C'est un faux choix. Derrière, il y a les monopoles radicaux, c'est-à-dire les réseaux obligatoires qui conditionnent la consommation. Et ça, on l'a vu aussi sur les technologies de l'information, avec des producteurs de téléphones portables qui étaient parfaitement conscients en 1990 d'être sur un marché où il n'y avait pas de demande. Et ils savaient très bien que les gens qui voulaient des téléphones portables étaient très peu nombreux. Et ils savaient très bien qu'il fallait créer la demande. Et ils ont créé la demande, et regardez vous-même, votre dépendance est un peu la mienne, parce que je résiste, mais voilà, on ne peut pas faire tout seul. Eh bien, au bout d'un moment, tout passe par le téléphone portable, et donc si vous n'en avez pas, vous êtes exclu, socialement exclu. Et vous êtes obligé d'avoir au minimum une voiture, un téléphone portable, et donc dans les pays riches, entre guillemets, être pauvre, ça coûte très cher. Ça vous explique pourquoi il faut, avec 800 €, on ne peut rien faire en France, alors 800 € par mois, alors 800 € en Syrie, c'est une fortune. Et pourtant, c'est vrai qu'on est pauvre à 800 €. Parce qu'on n'a pas tous les éléments qui permettent d'exprimer les besoins essentiels. La mobilité, aller au travail, c'est des besoins essentiels. Ben, on a rendu tous les besoins essentiels extraordinairement coûteux. C'est ça qui est assez extraordinaire. Alors la décroissance dit, il est possible de trouver qualitativement une manière d'organiser la production et la consommation qui soit beaucoup moins coûteuse pour la planète, beaucoup plus égalitaire à l'échelle mondiale et généralisable. C'est ça le message, on peut dire, de la quatrième source. Ouais. Passionnant, simplement, on a le temps malheureusement. D'accord. Alors cinquième, je dis juste une ligne, c'est le côté spirituel, c'est Pierre Rabhi. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai dit, soit vous étiez familier, vous dites oui, effectivement, ou alors j'ai des questions. Soit vous n'êtes pas familier, puis ça vous choque un petit peu, mais il y a tout un travail, c'est ce que fait Pierre Rabhi, spirituel, c'est-à-dire de réappropriation de sa vie, qui fait une bonne partie aussi du mouvement de la décroissance. Hein. Pierre Rabhi, il ne se déplace pas s'il n'y a pas 800 personnes dans la salle. Hein. C'est juste pour savoir. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai pas dit pour le droit, mais j'ai envoyé des propositions par contre. Oui, c'est vrai. Non, le temps passe très très vite. Hein. Merci beaucoup. C'était un peu d'artifice avec plein d'idées, plein d'expériences. Voilà, donc, en 20 minutes. Mais voilà, c'est difficile effectivement d'être plus court. Alors je ne sais pas, je propose directement passer la parole. Peut-être